Si on part du principe qu'il ne faut jamais mentir, alors il faut admettre qu'on doit mentir de temps en temps. Car il arrive bien souvent que l'intention de vérité soit un mensonge supérieur au mensonge lui-même. À qui et à quoi pense le médecin qui annonce son cancer au malade? N'est-ce pas tromper quelqu'un 2 fois que d'ajouter l'aveu à l'adultère? Est-ce par pur désintéressement que la vieille Arsinoé dit à Alceste tout le mal qu'elle pense de sa maîtresse, la jeune Célimène? Emmanuel Kant a écrit, et on le lui a beaucoup reproché, qu'il ne fallait jamais mentir, et ce, quelles qu'en soient les conséquences. Et en réponse à cette optique anticonséquentialiste, Benjamin Constant a écrit ceci: « Dire la vérité est un devoir. Qu'est-ce qu'un devoir? L'idée de devoir est inséparable de celle de droit. Un devoir est ce qui, dans un être, correspond au droit d'un autre. Là où il n'y a pas de droit, il n'y a pas de devoir. Dire la vérité n'est donc un devoir qu'envers ceux qui ont droit à la vérité. Or, nul homme n'a droit à la vérité qui nuit à autrui. » C'est autour du mensonge que nous allons discuter aujourd'hui avec Anne Amiel. Bonjour Anne. Bonjour. Rebonjour, on s'est vu tout à l'heure, mais on va faire semblant de se rencontrer maintenant. Vous enseignez en classe prépa et vous avez notamment travaillé sur Hannah Arendt. Et donc, par là même, la question du mensonge. À titre liminaire, que vaut ce débat, Constant Kant, et que vaut finalement la parole de celui qui dit qu'il ne faut jamais mentir? Alors évidemment, on se méfiera par définition de quelqu'un qui dit qu'il ne ment jamais. Oui, se demander si c'est pas là un mensonge, c'est le fameux paradoxe du menteur. Le fameux paradoxe du menteur. Mais la question n'est pas est-ce qu'on ment toujours ou jamais, c'est est-ce qu'on doit mentir ou pas. D'où la fameuse controverse entre Constant et Kant, avec un titre fameux de Kant, d'un prétendu droit de mentir par humanité. Mais là, dans cette controverse, on est dans le mensonge interpersonnel, dans le rapport entre 2 êtres humains, se souciant de leur conscience ou de la conséquence de leur acte sur quelque autre. Il peut sembler, il me semble, qu'en la matière, Kant serait plus cohérent, éventuellement, que Constant. Mais là, on reste dans l'ordre de la morale. Peut-être y a-t-il une autre façon d'aborder la question du mensonge. L'angle politique. L'angle politique. C'est la lectrice d'Hannah Arendt qui parle là. Nécessairement, et l'admiratrice de Machiavel. Et l'admiratrice de Machiavel. Il faut rappeler que dans le travail d'Hannah Arendt, l'importance qu'elle accorde à l'espace public, justement. C'est la philosophe même de l'espace public. C'est celle qui, d'ailleurs, même dans sa liaison avec Heidegger, se plaignait de l'absence de l'espace intermédiaire du monde, comme elle le disait. Comme si le souci de l'espace public lui était venu par amour très tôt. On va aller dans un mensonge, cette fois-ci, un mensonge d'État. C'est toujours étonnant, d'ailleurs, d'avoir sous les yeux le visage d'un homme qui ment, et qui ment, évidemment, en connaissance de cause. On ne mentirait pas si on ne mentait pas en connaissance de cause. C'est Colin Powell. On est ici en 2003, en février 2003. Les États-Unis s'apprêtent à envahir l'Irak et cherchent le soutien des Nations Unies, qu'ils n'obtiendront pas. Et Colin Powell brandit ici une fausse capsule d'anthrax à l'appui d'une démonstration elle-même fumeuse visant à démontrer que l'Irak et Al-Qaïda travaillent de concert dans une espèce de grande organisation terroriste. C'est un mensonge d'État. Délibéré, qui vise... Qu'il regrettera ensuite, d'ailleurs. Qui a dû lui poser quelques problèmes moraux, mais c'est pas notre souci. Non, précisément, puisqu'on est sorti de la morale. Et peut-être d'un mensonge qui pourrait être emblématique de la forme de mensonge tout à fait particulière qui se développe à notre époque. Où il s'agit véritablement, peut-être plus fondamentalement qu'auparavant, d'agir véritablement sur la formation de l'opinion publique. Alors, avec 2 ou 3 choses qu'il faut souligner, en partie, ça a marché. J'entends par là que, par exemple, un certain nombre d'Américains, juste après cette brillante démonstration... ont cru de bonne foi leur secrétaire d'État. Oui, et ont cru que Saddam Hussein, je ne sais pas, entre 20 et 30%, était directement impliqué dans les attentats du 11 septembre, une trentaine de pourcents, quelque chose comme ça, qu'il effectivement travaillait avec Al-Qaïda, et plus amusant encore, si j'ose dire, par antiphrase, un bon nombre, presque 50%, je crois, qu'on avait effectivement trouvé des armes de destruction massive en Irak. Alors ça pose un problème qui est la crédibilité du mensonge et la plasticité de l'opinion publique à un mensonge délibéré, à une manipulation.
C'est ça. Et autre problème d'ailleurs que ça pose, c'est à quel point un mensonge peut ensuite devenir une vérité. Comment une prophétie finalement se réalise. À force d'inventer les liens imaginaires entre l'Irak et Al-Qaïda, il se trouve que l'Irak a été ensuite un terrain de recrutement privilégié pour les terroristes d'Al-Qaïda. On pourrait aussi voir la chose autrement, c'est-à-dire l'effet boomerang d'un mensonge qui commence à être véritablement crédible. Il y a une petite anecdote médiévale qui est assez amusante. En la matière, un guetteur déclare faussement qu'il voit les armées qui viennent envahir la ville arriver. Tous les hommes s'arment et se précipitent au rempart, et le dernier à venir combattre l'armée ennemie est le guetteur qui avait menti. On dit l'effet d'auto-intoxication du mensonge du moment où il devient justement public, du moment où il est cru. Alors, on pourrait se demander, ce serait pour lancer la discussion, si ça n'a pas été en partie le cas de l'administration américaine pendant la guerre du Vietnam. En soulignant 3 choses. La première, c'est qu'il y a toujours eu un flux d'informations fiables. Les renseignements ont bien fait leur travail sur ce qui se passait réellement. Et par contre, la politique n'a pas du tout été menée en fonction de ces informations fiables, fournies par les renseignements, mais en fonction de l'image que l'on voulait donner des États-Unis. Avec cette chose qui complexifie encore le problème, c'est qu'il y avait des journalistes sur place qui faisaient et qui pouvaient faire leur métier. Ce qui fait que l'opinion publique n'a pas été sensible à l'image qu'on voulait renvoyer, mais à l'image que des journalistes indépendants, eux, donnaient. Ce qui fait d'ailleurs que dans les guerres suivantes, il y a eu une pression sur la presse ou un contrôle de la presse infiniment plus puissant et une utilisation des images au sens propre tout à fait différente. La presse elle-même est réversible, hein. C'est à double tranchant parce qu'il y a bien des mensonges qui sont portés par la presse elle-même. Absolument. Juste encore un point sur cette image, Anna Miel. Il brandit quelque chose ici. Ce que je veux dire, c'est que le menteur ment toujours preuve à l'appui. Il y a toujours des preuves du mensonge, hein, qui sont censées être imparables. Hein. Et le problème à devenir, comment est-ce que la réalité revient en force et comment ces prétendues preuves s'inversent ou peuvent être effectivement inversées. On dit la résistance du réel, mais on le verra peut-être un petit peu plus tard. Oui, on le verra tout à l'heure. Oui. On le verra tout à l'heure parce qu'il y a l'envers de ça, c'est la théorie du complot. C'est la théorie du complot, c'est-à-dire Thierry Messant qui lui aussi brandit des preuves de ce qu'il dit et qui n'est pas moins mensonger que ce que raconte Colin Powell. Avant de parler de ça, regardez cette série d'images bouleversante. Une dernière chose, quand même, peut-être. Sur Colin Powell. Sur Colin Powell, ou plus exactement sur ce rapport de l'image, de la propagande. Je pense quand même à quelque chose qui est assez extraordinaire, qui a été la première guerre d'Irak. La guerre propre. Hein. La guerre propre. La frappe chirurgicale et la guerre propre. Et avec une certaine façon de montrer des images qui ressemblaient, de guerre, qui ressemblaient définitivement à des jeux vidéo, à des simulations de vol. Or, la guerre propre, c'est quand même un mensonge assez éhonté, qui est passé, qui a été rectifié beaucoup plus tard pour les gens qui en avaient besoin par la découverte de charniers tout à fait traditionnels. Mais que l'on puisse, là encore, c'est la question de la crédibilité, parler de guerre propre laisse quand même assez perplexe. Restons sur cette perplexité et venons-en à une autre modalité du mensonge, c'est la rumeur. Étrange mensonge, dont la source est un peu perdue. En l'occurrence, ici, Isabelle Adjani va au journal de Bruno Mazur en 1987 pour dire que non seulement elle n'a pas le sida, mais qu'en plus elle est encore en vie. Ce qui est double information en l'occurrence, puisqu'une rumeur, vraisemblablement d'ailleurs, mais là encore c'est une rumeur partie du Front National à l'époque, faisait croire qu'Isabelle Adjani était non seulement malade, mais morte. Or, ce qui est très intéressant dans cette affaire, c'est qu'Isabelle Adjani, magnifique, arrive ici donc en pleine santé pour dire à Bruno Mazur, regardez, je suis vivante et je ne suis pas malade. Or, elle a étrangement gardé, pendant les 3 minutes qu'ont duré l'entretien, au moment où elle a parlé, c'est un monologue en fait, elle a gardé la main comme ça, la main posée sur la joue. D'aucuns ont voulu voir là-dedans la preuve qu'elle avait, hormis ici, mais elle tourne la tête opportunément, qu'elle avait quelque chose à cacher, comme des stigmates de la maladie qu'elle prétendait ne pas avoir. Alors ici, on n'est plus du tout dans la manipulation, on est dans la rumeur, autrement dit, dans justement un mensonge qui... Un mensonge qui s'ignore, en un sens. Qui s'ignore ou qui n'est pas signé, on est dans le « on dit », on étant, comme nous le savons, absolument personne. On, ce n'est pas moi, ce n'est pas vous, ce n'est pas... Et là, c'est vraiment la difficulté, non pas de mentir, c'est la difficulté de dire la vérité en son nom propre, avec évidence,
tout signe ou toute trace, par exemple effectivement le fait de se tenir la joue, etc., étant immédiatement réinterprété, réintégré, décrypté à partir de la rumeur que c'est censé démentir. C'est dire que bien souvent, d'ailleurs, la rumeur qui est une création du désir, et on ne peut pas la contredire dans la mesure où la contredire, c'est aller contre une espèce de désir inconscient collectif, le désir de penser que la plus grande actrice française est effectivement malade. Quelque chose de cet ordre, du désir ou de la peur? Désir ou de la peur? C'est pas exclusif. Non, effectivement. Mais alors, dans cette fabrication d'un individu, c'est étonnant parce que en allant démentir une rumeur, en un sens, elle lui donne corps. Ce qui n'était qu'une rumeur, dont la source était diffuse, vaguement reprise dans la presse, etc., etc., en allant la démentir, elle lui donne corps. Il s'est passé un peu la même chose avec Dominique Baudis récemment. Il y a quelques années, où Dominique Baudis est venu démentir à l'avance l'idée selon laquelle il organisait des parties épouvantables, et il se trouve qu'en la démentant, lui-même, sous l'effet de l'émotion, transpirait. Et que beaucoup ont interprété le fait qu'il transpire comme la preuve du mensonge qui était le sien. Il y a la réinterprétation des signes, par exemple la transpiration, bien entendu. On pourrait penser, ou la main sur la joue. Hein. On pourrait penser à ce que signifient les détecteurs de mensonges, les fameux détecteurs de mensonges. Mais il y a aussi le fait que vouloir démentir une rumeur, c'est la nommer, et la nommer, c'est l'accréditer. C'est lui donner, comme vous disiez, corps, lui donner vie, et finalement, paradoxalement, lui donner une certaine légitimité. Autrement dit, comment se débarrasser d'une rumeur, ça semble plus ou moins compliqué. Mais là, on a la difficulté à dire la vérité en son nom propre, à s'exposer soi-même devant un on, encore une fois, qui est quelque chose. Il y a une phrase de Jacques Julliard qui dit, parce qu'à un moment, Isabelle Adjani dit qu'il faudrait retrouver ceux qui ont fait courir cette rumeur et les punir, les sanctionner, elle dit dans l'entretien. Et Jacques Julliard disait, il y a pas longtemps, dans un livre sur l'opinion, à propos justement de l'opinion, de la rumeur, et en particulier des crimes contre l'humanité, de la loi sur les crimes contre l'humanité, le fait que le Parlement légifère sur des crimes contre l'humanité, il dit cette phrase, il dit « Criminaliser le refus de l'évidence jette un doute sur l'évidence elle-même ». C'est exactement le même problème. C'est le même problème ici, avec la belle Adjani. Image étonnante, y compris le démenti du sida, évidemment, par le fait de faire la bise, si j'ose dire, au commentateur qui reste bien seul. Le fait de faire la bise au commentateur pour montrer qu'elle n'a pas le sida est une autre façon d'accréditer la rumeur selon laquelle le sida se transmet par le simple contact des chairs, d'ailleurs. Le contact des peaux. La question de la rumeur a un corollaire, un Amiel, qui est le statut du bouc émissaire, c'est-à-dire la fabrication finalement d'une victime expiatoire. On a vu que la rumeur pouvait être une création du désir. Il arrive que des gens aient des têtes de coupables et qu'ils aient à cet égard toutes les peines du monde à s'innocenter. En général, on dit que celui qui est innocent n'a rien à craindre. C'est le refrain du film magnifique d'Alfred Hitchcock, hein, The Wrong Man, le faux coupable, dans lequel Henry Fonda est désigné comme coupable par tout le monde et ne peut pas démontrer son innocence. Ce que cette affiche montre remarquablement, puisqu'on voit une multitude de mains anonymes désigner, encore une fois, un homme en chair et en os, un sujet. Et là, encore une fois, c'est plus compliqué ici, puisque c'est la question du témoignage, en fait. La question du témoignage, puisqu'on croit, si j'ai bonne mémoire, on croit reconnaître Henry Fonda qui, effectivement, ressemble à un homme qui a commis des De loin. Il ressemble de loin, c'est pas des sosies, hein. C'est encore plus étonnant. C'est-à-dire qu'il lui ressemble, mais bon, c'est pas non plus... Ils sont habillés pareil. Et toute la difficulté, évidemment, alors c'est là où ça devient assez amusant, si j'ose dire, la difficulté va être effectivement d'innocenter cet homme, et après plusieurs rebondissements, et c'est ce qui est très troublant, finalement, il est innocenté par, si j'ose dire, un coup de chance. Et uniquement par un coup de chance. C'est-à-dire que par lui-même ou par le truchement de ses avocats, il n'arrive pas à s'innocenter, avec d'ailleurs des conséquences assez épouvantables sur son épouse qui doit être internée en hôpital psychiatrique parce qu'elle ne supporte pas l'affaire. C'est donc un coup de chance puisque finalement le véritable coupable commet un hold-up et est effectivement arrêté. Alors, est-ce qu'il faut y voir quelque chose qui serait, puisque tout à l'heure on parlait de la preuve à l'appui dans le mensonge, qu'il y a une certaine résistance du réel, une certaine résistance de la contingence, autrement dit que mentir ou être
accusé à mauvais titre. Pour que cela marche, il faudrait être tout-puissant. Est-ce que la fameuse histoire du grain de sable qui vient enrayer la machine, dans tous les cas d'ailleurs, ici pour la bonne cause, n'est pas, encore une fois, le signe que, pardonnez-moi de citer Lénine, les faits sont parfois têtus. Peut-être pas assez, mais quelquefois têtus. En l'occurrence, les faits sont têtus, puisque les faits le sauvent, alors qu'il est d'abord durablement condamné, malgré le respect apparent de toutes les formes juridiques. La reconnaissance des témoins au milieu d'autres personnes qui lui ressemblent, un avocat qui fait bien son travail, un procureur qui semble un honnête homme, et pourtant, il n'arrive pas à démontrer son innocence. Tout ça avec la phrase derrière qui veut que l'innocent n'ait rien à craindre. On ne cesse de le lui dire. Le fait même qu'il ait peur tendrait à avérer encore plus sa culpabilité. D'où la fragilité de la vérité, mais il y a quelque chose qui est très intéressant dans cette affaire. On a pu dire de ce film que c'était, parmi les films de Hitchcock, le moins vraisemblable, alors qu'il est le plus véridique. Ça commence d'ailleurs comme ça. Et il est le plus véridique, entre autres, parce qu'il s'appuie sur un fait divers réel, c'est-à-dire une histoire effectivement véridique, c'est effectivement arrivé. Alors, invraisemblable et véridique, ce qui nous renverrait, mais ça serait un autre film d'un autre très grand réalisateur, à savoir Fritz Lang, à ce petit chef-d'œuvre qu'est l'invraisemblable vérité. On pourrait raconter l'histoire, si vous le souhaitez, en quelques mots pour la faire courte, si j'ose dire. Il s'agit d'un patron de presse qui est véhémentement opposé à la peine de mort. Et son idée, c'est de profiter d'un crime qui a eu lieu. Une entraîneuse a été retrouvée morte dans un bar pour fabriquer en quelque sorte un faux coupable, des fausses preuves ou des faux indices, et pour pouvoir le voir condamné et l'innocenter ensuite. Il choisit son futur gendre. Donc il fabrique, encore une fois, Il fabrique de toutes pièces la culpabilité de quelqu'un. Il fabrique des faux indices pour appâter la justice et pour que, effectivement, on inculpe un parfait innocent. Il fabrique ensuite de fausses preuves d'innocence. Et là, malchance, grain de sable, il périt dans un accident de voiture et la machine est lancée et le complot se retourne contre le comploteur, le gendre se retrouve véritablement en prison, tout l'accusant. Et là encore, on a un récit avec une femme qui se démène pour faire libérer, etc. Jusqu'au retournement dernier, où, à cause d'un pur et simple lapsus de la personne que nous pensions jusque-là injustement condamnée, on s'aperçoit qu'il était véritablement coupable. Autrement dit, que le mensonge consistait justement à se dire coupable en l'étant, de façon à se faire innocenter, c'est-à-dire de jouer du complot d'un autre pour s'innocenter alors qu'on est coupable. C'est ça, se faire passer pour un coupable imaginaire, pour qu'on ne vous soupçonne pas une fois la machinerie dévoilée, d'être le véritable coupable. C'est intéressant, juste pour revenir une seconde sur Hitchcock quand même, ce que Hitchcock dit, allez-y, pardon. Ce que Hitchcock dit au début du film, sur le faux coupable, il dit ce film dit plein d'invraisemblances et pas un mot n'est faux, pas un mot n'est fictif. Il y a beaucoup plus d'invraisemblances dans ce film-là que dans un film de fiction, comme si le réel était beaucoup plus inventif finalement que la fiction elle-même. Plus inventif, plus fragile de ce fait même, plus contingent, et donc infiniment plus vulnérable qu'un mensonge cohérent. Le réel est tellement vulnérable que certaines personnes ont cru pouvoir dire que l'homme n'avait jamais marché sur la Lune, Anna Miel, regardez. Mettez-vous là, regardez. C'est étonnant. Alors, cette image est très belle. C'est l'alunissage sur la mer de la tranquillité, Apollo qui se pose avec le drapeau américain. Alors, ce qui est très beau, je trouve, dans cette image, c'est d'abord, évidemment, les traces de pas. Et également aussi le fait que l'ombre de la capsule ressemble un peu à une caméra. Accréditant d'ailleurs la thèse, accréditant implicitement de façon presque subliminale la thèse d'un montage cinématographique. Oui, alors ça appellerait beaucoup de choses. Une anecdote pour commencer, puisqu'on a fêté, on a célébré il n'y a pas longtemps les 40 ans des premiers pas de l'homme sur la Lune. J'ai été très frappée dans un journal télévisé que je ne citerai pas, de voir toute une émission,
quelques minutes là-dessus, citant effectivement beaucoup d'anecdotes sur les combinaisons, les gants, tout ce qu'on veut, et ne prononçant pas une seule fois ni URSS, ni Gagarine, ni Kennedy. Alors il n'y a pas de mensonge au sens propre, il y a un mensonge par omission. Peut-être. Il faut rappeler que Kennedy avait lancé le programme lunaire en disant dans moins de 10 ans, on se posera sur la Lune. On se posera sur la Lune puisque l'URSS avait, elle, envoyé le premier homme dans l'espace. Dans l'espace, en 61. Mensonge par omission qui est assez intéressant parce qu'il renvoie cet événement à un simple exploit technique en le vidant de tous ces enjeux politiques communs, etc. Alors, mensonge par omission, il y a quelque chose, on est bien obligé d'en parler là, d'assez troublant. Je crois que c'est William Carell qui a fait un faux documentaire. C'est génial. Cette histoire est géniale. Allez, racontez-la. Absolument magnifique. Qui était passé. Alors, qui commence comme un documentaire très classique et qui finit dans le canular et la rigolade la plus intense. Faux documentaire qui vise à insinuer ou à dire que non pas que les hommes n'ont jamais marché sur la Lune, mais que les images qu'on nous a montrées étaient fausses. Qu'elles étaient fausses, qu'elles ont en réalité été tournées par Kubrick. Alors ce faux documentaire remarquablement bien fait... Il avait appelé ça un documentaire. Documentaire, ouais. Utilise de véritables témoignages, prend appui sur des faits réels. Le tout concerne, il y a, je crois, une seule personne professionnelle engagée pour mentir, si j'ose dire. Montre comment on peut effectivement insinuer, faire à croire, simplement par manipulation, d'interviews très réelles et de faits très réels. Ce qui est génial dans cette histoire, c'est qu'il démontre le mécanisme de la théorie du complot qui consiste à dire on vous ment, je suis le dépositaire de la vérité qu'on vous dérobe, et cette vérité, moi qui en dispose, la voici. Syndrome Thierry Messant, pour ne citer que lui. Mais en l'occurrence, avec le documentaire de William Carell, certains se sont servis de ce documentaire pour dire qu'il démontrait qu'on n'était jamais allé sur la Lune, mais que les puissances occultes l'avaient empêché d'aller au bout de sa démarche, et donc l'avaient obligé à dire ensuite, mais non, c'est un canular. Oui, enfin, ce qui était déjà assez bien montré dans le documentaire. Mais il y a des choses assez... Il a reçu des remerciements. Enfin, vous avez montré la vérité. Mais il y a quelque chose qui est quand même assez troublant, qui est un petit peu extérieur au documentaire, qui concerne la façon dont les gens l'ont vu. Parce que manipulation, de la mise en scène des interviews, etc., et des faits réels. Alors, il y a quelque chose qui est assez rigolo, c'est que Carell reprend un certain nombre d'arguments qui sont des analyses d'images qu'on trouve sur les sites qui démentent que l'homme est allé sur la Lune. Alors, sur les empreintes de pas, leur profondeur, sur, ici, l'angle de vue, l'ombre du drapeau, etc. L'ombre du drapeau, le fait qu'il n'y ait pas de vent lunaire, etc. Donc, une analyse d'images assez fine quelquefois, qui tendrait donc à dire l'homme n'a pas pu marcher sur la Lune. Et dans le documentaire, un petit peu auparavant, il est fait état de la collaboration entre Hollywood et la NASA. Et à ce moment-là, quelqu'un dit qu'on a dû changer, un mensonge délibéré, qu'on a dû changer le pas de tir pour que la caméra d'Hollywood puisse filmer la fusée, la navette... Enfin, au soleil levant, non ? Au soleil levant. Ce qui est absolument ahurissant, puisqu'il vaut mieux changer l'angle de la caméra, c'est plus pratique. Que de changer le pas de tir lui-même. Que de changer le pas de tir. Or, la façon dont c'est filmé et la façon dont nous le voyons fait que les mêmes personnes qui ont été très attentives à la lecture d'images de la théorie du complot ont, passez-moi l'expression, gobé cette chose absolument invraisemblable qu'on dépasse un pas de tir plutôt qu'une caméra. C'est le paradoxe de la théorie du complot, c'est que le scrupule extrême qui est apporté au détail, étant lui-même au service du sentiment que de toute façon on nous ment, n'importe quel argument en faveur de ce sentiment-là est immédiatement validé. Peut-être y a-t-il encore plus important, à savoir comment pouvons-nous lire une image ? Quel temps avons-nous pour la lire ou la déchiffrer ? Et plus que ça encore, est-ce que... Alors, ça pose un réel problème. Comment pouvons-nous faire le départage entre les faits et la fiction ? Autrement dit, si à partir d'un moment, Colin Powell, le faux coupable, les théories du complot, etc., si au bout d'un moment on ne peut plus faire le départage entre le fait et la fiction, est-ce que ça produit plus de lucidité ? Est-ce que le documentaire produit plus de lucidité ? Ou est-ce qu'au contraire,
ça accrédite soit la théorie du complot, soit une espèce de cynisme et de destruction alors du sens du vrai et du faux. Autrement dit, nous étions partis avec Kant et Constant de la bonne vieille alternative vrai-faux. Ce que notre époque s'est chargée de montrer, c'est qu'on devait penser vrai-faux, mais aussi fait, opinion, et plus encore réel et fictif. Et que c'était le mélange du réel et du fictif qui attaquait fondamentalement notre capacité à discerner le vrai du faux, autrement dit à nous former une opinion digne de ce nom. Une opinion digne de ce nom, c'est-à-dire un jugement. Merci Anne. Merci. C'est moi qui vous remercie. Venez. Et sur l'opinion, on aurait pu faire le lien, d'ailleurs on le fera après quand on va discuter.